Salut Catherine, salut Pablo. Salut, salut. Alors, c'est notre dernier débrief de l'année et pour ce dernier débrief, on peut dire que les nouvelles sont super bonnes. L'équivalent de plus de la surface de Paris a disparu sous les flammes en Gironde. Les incendies ne sont toujours pas maîtrisés à cette heure. Darmanin semble s'exciter un tout petit peu sur le tard. Du renfort vient d'arriver en Gironde. On nous explique dans le même temps comment il va falloir nous habituer à vivre sous 50 degrés. Le corps s'adaptera, nous dit-on. J'ai lu ça dans la presse. L'architecture aussi. Catherine, tu vas avoir du boulot. Toi, l'urbaniste architecte, Catherine, il va falloir régler le problème des passoires énergétiques, nous dit-on, mais aussi repeindre nos façades et nos toits en blanc. J'ai entendu ça ce matin à la radio. Il y a quelques années à Limoges, on disait qu'on finirait par avoir le climat andalou. Nous y voilà, on va avoir le climat et l'architecture. Alors, dans le même temps, ce week-end, on a polémiqué sur Pékin le jour de la commémoration de la rafle du Veldiv. Sous les yeux des députés du Rassemblement national, j'ai lu et entendu des gens s'indigner de la présence des élus LFI dans ces commémorations sans que la présence des élus du RN ne suscite aucune indignation. En ouvrant dans le JDD hier, on apprenait dans les mots de Jérôme Fourquet de l'IFOP qu'il ne fallait plus exclure que le RN gagne la présidentielle de 2027, rien que ça. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je le disais, c'est notre dernier débrief avant la pause d'été. Et pour commencer, je tenais à remercier à nouveau toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé nombreux des dons et des messages d'encouragement. Vraiment, merci, ça nous fait chaud au cœur. Et on reçoit aussi des messages où on se fait engueuler. On continue de se faire engueuler pour notre son pourri, nous dit-on. On le sait. Et c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle on vous sollicite aussi. Donnez-nous des sous et on vous assure qu'à la rentrée, on aura un son de meilleure qualité. Voilà, c'est sur regard.fr, c'est très rapide et vous donnez ce que vous voulez, évidemment. Alors pour aujourd'hui, ce dernier débrief, on va revenir sur le discours du 14 juillet du président de la République. Je sais que vous avez beaucoup à en dire tous les deux, notamment Catherine, toi sur la question du travail, il y a quelque chose qui t'a fortement interpellé dans son propos. Tu nous expliqueras tout ça. On dira aussi un mot sur la loi du pouvoir d'achat qui sera débattue dès aujourd'hui et qui se poursuivra ce jeudi. On dira un mot évidemment de la polémique qu'a suscité le tweet de Mathilde Panot. Enfin, on terminera. On dira peut-être un mot sur ces incendies que j'ai évoqués et puis aussi sur la décision de Laurent Wauquiez de ne pas briguer la présidence des Républicains dans un message Facebook où, nous dit-il, en tout cas il ne nous le dit pas, mais c'est comme ça qu'on comprend, qu'il se lance dans la candidature de l'élection 2027. Alors d'abord, un premier tour de table, de Zoom, dirons-nous, de ce discours qui commence à dater déjà, mais comme on n'a pas fait de débrief hier, peut-être tous les deux un mot de réaction. Comment avez-vous trouvé notre président de la République la semaine dernière, 14 juillet? Moi, j'ai qu'à commencer rapidement. Je l'ai trouvé droit dans ses bottes et même très à droite dans ses bottes. Je veux dire, il a absolument pas parlé de la nouvelle donne de l'Assemblée nationale. Enfin, c'est à mon avis quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup. Il a reparlé en fait de toutes les réformes dont il parlait pendant sa campagne, notamment une, d'ailleurs, dont pas beaucoup de gens ont parlé, mais il a quand même remis sur la table la question de la réforme de l'assurance chômage. Alors, certes, il en avait un peu parlé pendant sa campagne, mais là, on l'avait un peu oublié. Il a dit non, en septembre, on va réformer l'assurance chômage quand on sait le tollé que ça avait suscité quand il en avait parlé, et même sa première réformette, on va dire, de l'assurance chômage, qui a pourtant précarisé les millions de chevaux gens. Ouais, Oui, c'est dur, hein. Grosse Ce que réforme. je veux dire, c'est réformette par rapport, à mon avis, à ce qu'il entend faire en septembre. Enfin, je veux dire, là, il va aller encore plus loin, à mon sens, même si effectivement, ça a précarisé des centaines de milliers, voire des millions de gens. Sa première réforme du travail, d'ailleurs, qui avait été portée par Elisabeth Borne à l'époque. Donc, vraiment très à droite. Il a tout remis, vraiment, à mon avis, dans les rails. Il a indiqué plus ou moins des calendriers pour chacune de ces réformes en disant voilà, ça va être plutôt à l'automne, etc. Je suis un peu étonné voilà, de la tournure que ça prend, d'autant que quand il a parlé de l'Assemblée nationale, c'est pour parler du coup de chaud qu'ils avaient eu, notamment sur l'article 2 de la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Il a parlé de coup de chaud à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je pense que ça dit bien en fait la façon dont Emmanuel Macron finalement considère l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lorsqu'ils votent, ils ont des coups de chaud. Donc, alors que c'est un vote souverain, genre, à mon avis, ils ont voté à la fois en bonne et due forme et en pleine connaissance de cause. Donc voilà, j'ai trouvé ça relativement étonnant d'avoir un président de la République à ce moment-là en fait, du quinquennat.
ça fait un peu peur pour la suite, mais voilà, on va voir comment ça se goupille tout ça, sachant que en face, les oppositions, on va dire toutes les oppositions confondues, LR comprise, si tant est qu'on puisse dire que c'est une opposition, ont noté en fait la fermeté et la rectitude du discours d'Emmanuel Macron en disant en fait on ne voit pas très bien là comment on va réussir à travailler avec lui puisqu'il dit voilà, je vous propose ça et vous n'avez qu'à voter ce que je propose. Un peu compliqué. Catherine, barre à droite toute, c'est ce que tu retiens aussi de ce discours? C'est clair. Un petit mot avant sur la forme, j'ai trouvé que les deux journalistes avaient été excellentes. Et en particulier Caroline Roux, j'ai trouvé que vraiment, c'est la première fois depuis très longtemps, je trouve qu'on a un interview du président de la République avec des journalistes qui l'interrompent, le relancent, posent de bonnes questions. Enfin, moi, j'étais très contente d'entendre ça. Ouais, c'est un peu moins la honte que d'habitude, quoi. Vous avez l'impression d'habitude d'avoir des gens au service de la communication du président de la République. Bon, bref, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je me suis dit vraiment quel regret qu'il n'y ait pas eu ces débats pendant la campagne de l'élection présidentielle. Parce que j'ai trouvé que Macron était assez sur le fond, c'est-à-dire qu'il a redéveloppé son argumentaire sur voilà ce que je veux faire et comment on va le financer. Donc ça, je vais y revenir. Et puis, ça, c'était une grosse partie de son intervention et une autre partie de son intervention qui n'est pas sans rapport avec la première, portée sur le travail. Et là, bon, moi, ça fait très longtemps, et je l'ai déjà dit dans le débrief, que je pense qu'on ne peut pas ne pas parler du travail et pas simplement de l'emploi et du salaire, c'est-à-dire du contenu du travail. Et là, il a été question de ces gens qui ne veulent pas travailler, et Caroline Roux l'a très bien posé, pour de mauvais salaires, de mauvaises conditions de travail. Et donc, qu'est-ce qui se passe et comment, qu'est-ce qu'on fait devant cette situation? Et là, c'est là qu'Emmanuel Macron a dit, bon, ben, on va les forcer. C'est-à-dire qu'après avoir été celui qui a promu Uber, toutes les plateformes de services où on peut avoir sa pizza, son eau de Javel et je ne sais pas quoi en 3 minutes, et ses livres de Amazon, donc à une société vraiment de servage. Là, il explique que bon, eh ben, il va falloir qu'on va les forcer à être des. Maintenant qu'il a mis en place ce système-là, cette idée de la société, là, il va créer les conditions d'obliger les gens à accepter ces boulots qui sont des boulots d'une très grande médiocrité à tout point de vue, des conditions de travail, des salaires et du sens. David Graeber appelait les bullshit jobs, notamment. Oui, et par ailleurs, pas exactement voilà. ça. Mais alors, et du coup, ça me fait revenir au premier point qui était, voilà, Macron dit il y a 3 objectifs, l'indépendance de la France sur le plan énergétique, sur le plan militaire. Deuxièmement, la transition écologique. Troisièmement, refaire nos services publics, notamment l'école et la santé et la police. Je crois qu'il en ajoute un troisième, je pense que c'est la police. Et donc, pour tout ça, eh ben, il faut des moyens. Et les moyens, il y en a de 3 sortes. Le premier, c'est augmenter les impôts. Ça, je ne le ferai pas parce que nous sommes, après le Danemark, le pays au plus haut taux de prélèvement en France. Deuxièmement, la dette. Ça, je ne le ferai pas, je ne vous montrerai pas la dette parce qu'on est déjà attaqué. Troisièmement, donc, il faut travailler plus. Alors, je pense que cette discussion doit avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y a la première discussion sur quels sont les objectifs politiques que l'on se donne. Donc ça, je pense que là, il peut y avoir un premier niveau de débat. Mais je pense que c'est assez habile de sa part de partir de cette manière. C'est-à-dire qu'il commence pas par dire, contrairement à la droite, qui dit « moi, je vais rétablir les comptes publics et mettre la police dans la rue ». Enfin, mettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue, c'est un discours purement de droite. Là, il l'a fait un petit peu d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il cherche à obtenir un certain consensus sur ses objectifs politiques. Et puis ensuite, il dit « bon, ben maintenant, comment on fait ?» Et je pense qu'il y a des éléments qui doivent être absolument discutés. D'abord, il y a un 4e point qu'il ne cite jamais, évidemment, c'est la question de la redistribution et d'une politique plus égalitaire. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des moyens du financement, c'est-à-dire de prendre auprès de ceux qui se sont considérablement enrichis, notamment sous son premier quinquennat, pour pouvoir financer, et que ce n'est pas marginal. Ce que viennent de décider les Espagnols. Voilà, quand Ruffin rappelle que les 5 plus grosses fortunes de France ont autant
que les 40% les plus pauvres, on n'est pas dans la marge, on n'est pas dans les petites affaires. On est sur quelque chose qui devient absolument structurel. Et donc, il y a ce pilier-là dont il n'est jamais question chez Emmanuel Macron. Mais l'autre question qui me paraîtrait intéressante d'avoir, précisément, c'est, il dit, il faut produire plus de richesses. Et c'est sur ce point-là que je pense que nous devons être plus forts à nous faire entendre sur qu'est-ce que c'est que produire de la richesse. C'est-à-dire que moi, je conteste complètement que le fait qu'un mec vienne me livrer une pizza en 10 minutes ait de la production de richesse. Ça rentre dans le PIB. C'est les faits qu'il y ait une explosion des manucures en France, ça rentre dans le PIB. Le fait qu'on vous livre vos courses par Internet, ça rentre dans le PIB, dans la production de richesse. Je ne crois pas que ce soit de la production de richesse. Je pense qu'il y a vraiment une discussion sur ça. Et deuxièmement, il y a une discussion sur, quand on alloue des moyens, où est-ce qu'on les met? C'est-à-dire que cette société tatillonne et bureaucratique dont souffre profondément, mais tout le monde, quoi, les professeurs, les médecins, les infirmières, etc. Il y a vraiment une explosion, moi, dans mon boulot, j'en souffre aussi, une explosion du coût de ce contrôle permanent généralisé. Donc, je pense qu'il y a vraiment une discussion sur l'efficacité de l'État, sur qu'est-ce que c'est que la production de richesse et où est-ce qu'on doit mettre nos efforts. Parce qu'il dit qu'il faut mettre plus de moyens, mais on ne discute jamais sur l'école, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, il y a les problèmes du contenu des différents secteurs sur lesquels qu'il a annoncé comme étant des objectifs. Et puis ensuite, il y a le problème de qu'est-ce que c'est que la production de richesse. Et ça, c'est un discours qui a disparu. Enfin, on ne discute plus de ce point-là, alors qu'il était assez central. Comme je suis une vieille, je me souviens qu'il fut un temps, par exemple, la section économique du Parti communiste et la section économique du Parti socialiste avaient des économistes qui travaillaient véritablement sur ces sujets-là et qui avaient un vrai débat sur ce thème-là. Il faut que ces débats-là reviennent et on ne peut pas laisser à Emmanuel Macron le soin de dire que Uber, Amazon et Deliveroo et compagnie, c'est de la production de richesse. Il faut qu'on discute de ça, et voilà, très sérieusement, et notamment sur les aspects de transition écologique, ça me paraît absolument fondamental. Dernier mot, Pablo, après on parle de la loi pouvoir d'achat. Ouais, deux petits points. Le premier, c'est qu'il y a quand même des gens qui essayent d'en débattre, notamment à gauche. Je pense notamment à des gens comme Cédric Durand ou Razmik Kecheyan. Razmik Kecheyan, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les besoins artificiels, dans lequel précisément il parle de qu'est-ce qu'on produit, qui doit décider de la production, est-ce qu'on doit la réorienter, avec des propositions qui sont assez intéressantes, notamment de remettre en lien les syndicats de producteurs et les syndicats de consommateurs, c'est-à-dire de réfléchir, en fait, de ne pas avoir qu'une politique de l'offre ou qu'une politique de la demande, mais de remettre en lien, en fait, les deux avec des paramètres qui pourraient prendre en considération les paramètres écolos. Donc, il y a des endroits où ça se débat. C'est vrai que ça a du mal à casser le plafond de verre et à arriver dans les grands médias, mais il y a quand même des endroits où on en parle. La deuxième chose, c'est sur la question, parce qu'on en a pas parlé, mais il a quand même réaffirmé le fait qu'en traversant la rue, c'était facile de trouver un boulot, etc. Il en a remis une couche en disant que c'est encore plus d'actualité maintenant, alors que les propos à l'époque avaient énormément choqué. Ils avaient choqué, je me souviens, jusqu'à Brigitte Macron, qui s'était un peu désolidarisée en disant oui, effectivement, on ne doit pas trop dire ça, etc. Donc là, il en a remis une couche. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que cette question des emplois non pourvus est une question qui est très importante en France, etc. Du coup, j'ai regardé hier, je suis allé notamment voir une note faite par Pôle emploi en février dernier qui parle de l'année 2021. Et c'est intéressant parce que, en gros, durant toute l'année 2021, vous avez 9 millions de contrats qui ont été faits, des CDD, des CDI, des CDD, etc. Il y a 9 millions de contrats qui ont été générés. Et il y en a à peu près, ils ont comptabilisé ça dépend si on compte en équivalent temps plein ou pas, mais en gros, autour de 200 000. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on nous explique que ces emplois, il y en a autour de 200 à 300 000. Personne ne sait les comptabiliser parce qu'en fait, c'est des emplois en tension, c'est des emplois qui sont hyper précis, qui sont… Exactement. Non, mais du coup, il y a une absence de formation pour ces emplois. C'est les métiers d'art, c'est ce genre de métier. C'est pas. Mais même au-delà de ça, en fait, c'est très peu. Enfin, je veux dire, c'est pas grand-chose. C'est très peu. Par rapport aux 9 millions de contrats qui ont été faits. Parce que, genre, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est parfois des contrats, c'est pour quelques semaines. Et donc, ils ne trouvent pas pendant les quelques semaines. Et puis après. Mais là, tu donnes raison à Catherine. Là, on parle d'emploi, on parle de travail, quoi.
Oui, oui, non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Mais en fait, ça pose quand même des questions qui peuvent être aussi centrales derrière des questions de travail, qui est de est-ce que des gens en fait qui sont formés à bac+3, bac+5 ou même plus, ou même parfois qu'on fait une thèse, est-ce que il est légitime pour eux de ne pas accepter, ils ne trouvent pas de travail dans l'endroit pour lequel ils ont été formés, dans le secteur pour lequel ils ont été formés. Est-ce que c'est légitime pour eux de ne pas accepter un boulot, par exemple, de serveur dans un café ou dans un bar? Là, mais ça, c'est à mon avis, c'est une question qui peut être importante, hein, parce qu'effectivement, quand tu as un master, ben, ils sont là, bah non, moi je veux tu as un master en histoire ou je ne sais quoi, ben, ils veulent avoir un boulot qui est en rapport avec leur qualification et on ne leur propose Ouais. pas ça. Et ce que dit Macron finalement, c'est bah si, vous devez accepter parce que moi je ne veux pas vous payer. Il a assez clairement exprimé avec d'ailleurs pas mal de violence en disant moi l'État ou je sais pas quoi ou les minimums sociaux, c'est pas La là pour solidarité vous nationale arrêter. ne peut pas payer vos états d'âme. Voilà, vos états d'âme. Bah, Donc en fait, c'est ça qui dit même si vous avez un master, vous allez travailler FISA et on va trouver, je pense qu'il va tout mettre en œuvre pour trouver les voies et moyens pour précisément obliger en fait ces gens qui n'ont pas les qualifications qui sont adaptées au boulot qu'on leur propose, aux quelques emplois non pourvus, hein, voilà, à hauteur de 200 000, il va trouver les voies et moyens pour les obliger, c'est-à-dire il va pouvoir leur supprimer le RSA, leur supprimer les aides, etc., s'ils ne se mettent pas au boulot. Et ça, mais ça pour le coup, comme dit Catherine, là je la rejoins, il faut avoir un débat là-dessus. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce que, par exemple, quand on est de gauche, est-ce que c'est quelque chose de légitime ou pas? Oui, mais le problème, il n'est pas juste de savoir si on accepte ou si on n'accepte pas. C'est au fond, ce que je pense, c'est qu'il y a une question qui est une question générale sur quel type de société on a construit pour quel type d'emploi. C'est-à-dire que là, on a massivement formé les gens. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas massivement élevé le niveau des emplois. C'est-à-dire que le niveau des emplois, et encore une fois, toute cette société de services et de servage qu'on a développée, ce n'est pas du tout des emplois qualifiés. Ce sont des emplois non qualifiés, mais mal payés. Et que donc, on a tout un tas, on a une génération, on sait que 80% des jeunes maintenant ont le baccalauréat, on a une génération qui est formée, on a formé massivement et on n'a pas fait les évolutions de la société qui permettent à chacun de retrouver de l'emploi, une qualification des emplois. Moi, je pense qu'il y a vraiment une question de l'inadéquation, non pas des gens à l'emploi, mais de l'emploi aux gens. C'est-à-dire que les emplois ne sont pas des emplois qualifiés. Et on ne va pas revenir Mais sur même la... les emplois qualifiés, hein, parce que quand tu prends l'éducation nationale ou la santé, par exemple, on ne trouve plus de profs et on ne trouve plus d'infirmiers pour des questions. Et alors là, si tu veux, c'était une autre question. Là, c'est vraiment, il y a des emplois qualifiés qui sont non pourvus parce que les conditions de travail sont trop déplorables et les salaires sont trop déplorables. Mais par ailleurs, on a développé des emplois qui sont des emplois non qualifiés, mal payés, sans intérêt, et que les gens qui sont qualifiés n'ont pas envie d'avoir. Donc, allez, on ne va pas revenir sur la qualification des gens. On ne va pas se mettre à déqualifier les gens. Donc, les gens sont qualifiés. Il faut construire une société de l'emploi qualifié. Et ce n'est jamais présent dans la réflexion d'Emmanuel Macron. Allez, on passe au sujet de la semaine, puisque cette semaine, enfin dès aujourd'hui d'ailleurs, va être débattu le projet de loi pouvoir d'achat. Il va se faire en deux temps parce que c'est d'abord un premier pack sur les mesures d'urgence et un deuxième pack sur le projet de loi rectificative, le projet de loi de finances rectificative. 6% d'inflation, 7% d'ici la fin de l'année. En gros, il propose dans ce package la suppression de la redevance, la hausse des retraites, de toutes les retraites, bouclier sur des prix sur le gaz et l'électricité, une ristourne sur le carburant. Macron a prévenu, hein, il a dit c'est un projet de loi qui vise à toucher ceux qui en ont le plus besoin, même si, dit-il, ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas aidés d'une autre manière. Mais est-ce que vous sentez, vous, venir le truc sur le mode c'est les classes moyennes qui vont être les grandes oubliées de ces mesures? Vas-y. Non, vas-y. Moi, je pense que ça devient la question politique centrale. C'est-à-dire, parce que les mesures qui sont proposées sont des mesures d'abord vraiment, je ne sais pas comment dire, oui, je pense que c'est un peu de l'aumône, quoi. Donner 50 € ou 100 €, c'est un one-shot qui est bon à prendre, mais enfin qui est quand même très, très, très insuffisant par rapport aux difficultés de vie des gens qui vont recevoir cette aide ponctuelle en un coup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est qu'on ne raisonne pas sur des éléments qui sont des éléments qui coûtent à tous et donc qui demandent une réponse globale pour tous. Et que si on ne fait pas ça, moi je pense qu'on va vers un problème d'acceptabilité sociale, pas là tout de suite, mais on va vers un problème d'acceptabilité sociale si l'essence augmente, sauf pour vraiment les plus démunis des démunis qui auront une aide ou les très gros rouleurs, ben ça va tendre vraiment, quoi. Je pense qu'on n'est pas dans une situation politique où l'on peut faire ce type de politique qui, encore une fois, est très insuffisante par rapport au problème, mais ensuite qui ne considère pas la question au fond, qui est la question de l'égalité. C'est-à-dire qu'en France, on est attaché à un État qui redistribue à tous. Chacun contribue en fonction de ses moyens et on a tous en fonction de nos besoins. Enfin, c'est la philosophie générale, c'est-à-dire que tout le monde a des services publics gratuits qui sont de moins en moins gratuits, de moins en moins de bonne qualité. Dedans, je pense qu'il y a des impôts qui sont d'une très grande injustice, qui sont comme les impôts sur la TVA, on le sait, c'est la première rentrée fiscale pour l'État et c'est payé par tout le monde, là en l'occurrence indépendamment de nos moyens, mais tout le monde paye la même chose. Donc, c'est un impôt très injuste qu'il faut absolument contester. Et j'ai oublié de citer un autre dispositif qui va être étendu et qui rejoint ce que tu disais, Catherine, sur la manière dont Emmanuel Macron pense régler aussi la crise que l'on vit. C'est aussi la possibilité, donc c'est le pouvoir d'achat, c'est aussi le salaire, mais pour avoir un meilleur salaire, il faut travailler plus et il propose d'étendre de 5 000 à 7 000 le plafond des heures supplémentaires qui sont exonérées d'impôts. Comment elle va se positionner, la gauche? Comme la prime Macron, d'ailleurs, c'est la même histoire. C'est la même histoire, exactement. En fait, les gens travaillent, ont de l'argent ou on travaille plus, mais ce ne sont pas des cotisations sociales. C'est-à-dire que on est en train de pareil, c'est la même histoire. Alors Pablo, comment la gauche va se positionner là-dedans? Comment elle peut se positionner? Parce qu'on entend bien, hein, j'ai entendu François Ruffin ce matin dire c'est quand même dingue de convoquer un projet de loi sans même qu'il soit question des salaires. Et pourtant, c'est quand même compliqué pour elle de ne pas voter. Alors, suppression de la redevance, non, parce que ça, c'est sûr que la gauche, elle est défavorable, mais l'augmentation des retraites, le bouclier sur des prix sur l'électricité et le gaz, même les ristournes sur les chèques carburant. Le problème, à mon avis, c'est que sont en train de s'opposer en fait deux façons de voir en fait l'état de notre société. C'est d'un côté Emmanuel Macron et tout son gouvernement et tous ses députés en fait qui considèrent que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec effectivement un décrochage au niveau du pouvoir d'achat, est une situation, enfin c'est conjoncturel. C'est-à-dire que d'ailleurs ils le disent en permanence, ils disent c'est à cause de deux choses, c'est l'inflation qui est due en gros à la fin de la crise Covid, et puis c'est dû à des problèmes d'approvisionnement liés aux conséquences de la guerre en Ukraine. Voilà. Mais donc, c'est conjoncturel. Alors même que ce que pense la gauche, c'est que tout cela est structurel. C'est-à-dire qu'on a un problème, il faut repenser en fait la façon dont aujourd'hui, Catherine le disait, on répartit nos richesses, qu'est-ce qu'on produit, etc. Et donc, du coup, eux, ils font des propositions qui sont en accord avec ce qu'ils pensent, conjoncturel, c'est-à-dire qu'on fait du one-shot, on se dit, on va faire un petit chèque, on va faire une petite ristourne à cet endroit-là, etc., pendant 1 ou 2 mois, et puis ça va passer, puisque le système, globalement, il n'est pas si mauvais que ça, c'est juste une mauvaise passe. Je pense que la gauche n'a pas trop d'autre choix que de voter, en fait, pour ce chèque énergie de 100 €, de 300 €, etc., mais ça n'a pas tellement de sens. En fait, ça ne va pas faire, comme dirait l'autre, avancer le schmilblick. On va effectivement apporter une toute petite respiration pour beaucoup de gens qui sont aujourd'hui vraiment, qui n'y arrivent plus, en fait, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. On va leur apporter une petite respiration, mais ça ne va pas changer le problème. Et en fait, ce que disait Catherine tout à l'heure, le problème, en fait, c'est aussi les effets de seuil. C'est-à-dire que les primes, etc., vont bénéficier à certaines catégories de la population avec un effet de seuil, un effet de limite qui sera hyper précis. Par exemple, comment ? Précis et bas. Précis et bas, exactement. C'est-à-dire que si vous gagnez en gros jusqu'au SMIC, vous allez pouvoir bénéficier d'un truc, mais dès que vous êtes juste au-dessus, paf, ça disparaît. Et ça, c'est effectivement, ça va, comme disait Catherine, ça va mettre en tension la société avec des gens qui vont assez légitimement d'ailleurs se sentir lésés
en fait, par rapport à une catégorie qui, elle, va bénéficier de certaines aides. Donc, tout ça, effectivement, il va falloir le réfléchir. Le positionnement, savoir comment ils vont voter article par article, on va voir comment ça va se passer. Mais il y a aussi beaucoup de chances que tout ça se fasse sans véritablement que la gauche pèse, à mon avis, à l'Assemblée nationale. Hein. À mon avis, la majorité va plutôt se faire à droite avec les LR sur à peu près tous les points. Parce que quand vous écoutez ce que dit la droite, ils sont le chèque énergie, ils trouvent ça pas mal. Enfin, comme il n'y a rien de structurel, bon, ils peuvent toujours dire ah, ben oui, on va y aller, etc. Même si, comme il y a ce nouveau paradigme où on est passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte, comme a dit Gabriel Attal, à chaque fois, ils vont devoir financer. Alors, effectivement, il l'a expliqué dans l'interview du 14 juillet, comment il va financer toutes ces dépenses. C'est pas toujours très clair. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai lu des papiers dans Mediapart, même dans les Échos, où les gens se disent bon, effectivement, il a l'air de vouloir mettre les caisses à l'équilibre, mais c'est pas très clair. En fait, là, il estime, par exemple, que le coût de cette loi pouvoir d'achat, ça va être environ 20 milliards d'euros. La façon exacte dont tout ça va se calculer, va s'équilibrer et pas hyper clair. Ben, lui, ce qu'il dit, c'est on va le faire par de la production de richesse. Ah oui, c'est ça. Mais d'accord, mais ça, c'est un vœu pieux, en fait. Imaginez. Oui, enfin, c'est un vœu pieux. Entre parenthèses, c'est quand même une approche qui est commune un peu aux trois groupes, hein, aux trois blocs. Bien sûr. Que les trois blocs ont dit ce qu'il faut, c'est développer de la richesse, voilà. Mais comment, sur quelle base, etc. C'est là que le débat a été escamoté, on va dire. Mais quand je dis les trois blocs, c'est-à-dire la NUP, l'extrême droite et la Macronie, et de fait, je pense que c'est fondamental comme réponse. Hein. Mais le problème, c'est que la richesse, elle est où et elle se fait comment? Donc lui, ce qu'il dit, c'est quand on développe l'emploi, on rentre de l'argent dans les caisses de l'assurance maladie, chômage, retraite, et puis on rentre de l'argent dans les caisses de l'État par les impôts, etc. Et c'est vrai. Je veux dire, c'est ça le vrai, la vérité du truc. Donc, d'autant que je note quelque chose quand même d'important, c'est que la majorité en fait des propositions qui vont être faites dans cette loi de pouvoir d'achat sont des mesures qui sont financées directement par l'État. C'est des aides qui sont financées directement par l'État, ce qui va, à mon avis, poser un gros problème. C'est-à-dire que le principe, l'avantage, on va dire, de la réforme structurelle, c'est qu'elle ne met pas que à partie l'État. Il y a d'autres acteurs, notamment les acteurs privés, les entreprises, etc., qui peuvent essayer de construire quelque chose. Là, c'est que des aides où c'est l'État qui va débourser, qui va sortir son carnet de chèques. Ce qui est un gros problème, et ce que je crois ont noté une intersyndicale comprenant la CGT et même la CFDT, disant bah, attention, là, c'est que l'État qui paye, on ne part pas sur des bonnes bases. Allez, un mot rapide sur nos trois derniers sujets, Wauquiez, Panot et puis un mot sur les incendies. D'abord sur Wauquiez, Laurent Wauquiez a publié un message Facebook hier pour faire part un peu de la situation de la France et dire aussi combien il était moins important pour lui de briguer la présidence des Républicains que de s'occuper de la France, autrement dit, de se présenter à la candidature pour 2027. C'est quoi? Je ne sais pas. Moi, ça me désespère. Ça m'énerve. On n'a pas commencé la nouvelle législature quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'on est déjà dans la guerre des droites et de succession d'Emmanuel Macron. C'est ça qui se joue. Qu'est-ce qu'il va faire, Wauquiez? Est-ce qu'il va essayer de rassembler ces droites radicales, cette droite dont il est issu chez les Républicains? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le signal qu'il envoie hier soir avec ce message Facebook, Catherine? Il a été le président du parti jusqu'en 2019, de 2017 à 2019. Il s'est pris une ratatinée aux élections européennes avec son ami Bellamy, qu'il avait propulsé comme tête de liste sur une base extrêmement conservatrice. Il a pris une ratatinée qui aujourd'hui leur ferait peut-être rêver, hein, mais enfin, ils ont moins de 8%. Donc, il a été contraint à la démission. Et à se mettre en retrait.
ce qu'il dit enfin moi j'ai trouvé que son texte plutôt éclairant, c'est-à-dire que les axes sur lesquels il entend revenir, c'est des axes qu'il avait déjà posés, hein, c'est-à-dire le refus de l'assistanat, le refus de l'immigration, les désordres du Stade de France comme étant vraiment emblématiques de ce qui se passe en France aujourd'hui, etc. Il y a à peine un mot, alors qu'il est quand même président de la région Rhône-Alpes qui est en train de souffrir considérablement du réchauffement climatique. Je crois que c'est évoqué une fois, mais plus loin dans le texte, en fond du texte, c'est la question écologique. Donc, ce n'est pas du tout sa question. C'est vraiment des préoccupations des préoccupations d'ordre et conservatrices. Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant de noter, c'est qu'il dit en gros, il faut reformuler une nouvelle proposition, une nouvelle offre, et que je ne peux pas le faire, on ne peut pas le faire au fil de la politique politicienne jour après jour. Ça me paraît une remarque assez intéressante. C'est-à-dire que je pense que le jour est épuisant pour penser. C'est-à-dire que quand on est président d'un parti, président d'un groupe, etc., on est sans arrêt sur les plateaux télé, sans arrêt à devoir répondre à chaque question immédiatement. Et du coup, on répond à la question, mais on ne pense pas en profondeur. Et bon, Wauquiez prend acte de la profondeur de la crise de la droite et dit « je vais me mettre en retrait pour réfléchir profondément ». Ceci étant, c'est son axe. Enfin, moi, je pense qu'il est vraiment sur cet axe de la droite droitisée. Ses soutiens, ses Ciotti. C'est une droite, Catherine, qui peut faire. Est-ce que c'est une droite, selon toi, qui peut faire alliance avec Marine Le Pen? Est-ce qu'on en est là chez Laurent Wauquiez, ou est-ce que chez Marine Le Pen, on en serait là aussi? On a bien vu que Marine Le Pen, elle commence à s'ouvrir à cette perspective, à cette hypothèse-là, maintenant, de devenir légitime. Alors maintenant, il va y avoir un rapport de force entre les deux. C'est-à-dire que c'est Wauquiez ou c'est Le Pen qui a le lead d'une certaine manière. Ça va être ça un peu l'enjeu. Mais moi, je pense qu'en effet, on se souvient tous que Bellamy avait dit, moi, entre Macron et Zemmour, je vote Zemmour. Ouais. Donc voilà, et vraiment Bellamy, c'est la créature de Wauquiez. Et les positions de Wauquiez sont des positions très, très, très à droite. Donc je pense qu'il y a cette question de la recherche d'un terrain commun avec l'extrême droite. Comment il s'appelle, le président du parti républicain, le Rassemblement national? Jordan Bardella. Jordan Bardella est aussi vraiment sur cette position. Donc je pense qu'il y a vraiment un jeu qui est en train de s'installer et qui crée une difficulté pour Emmanuel Macron, puisque lui, il s'attend plutôt à faire alliance avec les Républicains, tandis qu'il y a un tropisme extrême droite qui est en train de se construire du côté des Républicains et du Rassemblement national. Ouais, mais moi, je pense que l'enjeu pour Laurent Wauquiez n'est pas du tout une alliance avec le Rassemblement national, dans la mesure où en fait, aujourd'hui, vu les niveaux en fait, électoraux atteints par le Rassemblement national, il n'y a aucune raison qu'il arrive à contester la légitimité d'une Marine Le Pen ou d'un Jordan Bardella à l'extrême droite. Enfin, je veux dire, on pourrait se dire que c'est vrai aussi pour la droite. S'il veut se positionner sur le terrain de la droite, Macron est déjà tellement haut, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace. Eh bien, si, en fait, il y a un espace. C'est juste que là, Laurent Wauquiez considère que l'appareil des Républicains est obsolète. Et il veut se passer en fait d'un débat interne, d'une campagne qu'il pourrait potentiellement perdre. Parce que nous, on voit ça en termes de rapport de force avec Macron d'un côté et puis l'extrême droite de l'autre. Et puis les LR, essayer de trouver leur place au milieu. Le problème, c'est qu'il faut aussi considérer le parti Les Républicains, ses militants, la façon dont à chaque fois ils vont faire des choix. On l'a vu lors de la dernière campagne, de leur campagne interne là, pour désigner leur candidat à la présidentielle. Je veux dire, comment on dit, pas les têtes de liste, mais ceux qui sont en avance dans les sondages, on pensait que ça serait Xavier Bertrand, etc. Et puis ça se pète la gueule au dernier moment. Il y a des candidats qui arrivent, qui font irruption, et à la fin, c'est Valérie Pécresse. Donc, il ne veut pas en fait participer à ce jeu qui pourrait le faire perdre, sachant que moi je pense qu'il ne s'agit pas d'une alliance, à mon avis, qu'il pourrait faire avec Marine Le Pen. En revanche, il pense qu'il a un électorat à aller chercher du côté de Marine Le Pen, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il veut la challenger et lui dire, en fait,
moi, je vais récupérer tes électeurs, je vais récupérer les électeurs les 8% d'Éric Zemmour, et avec ça, je vais peut-être réussir à briguer à être président de la République. Mais il ne s'agit pas d'une alliance objective. Je pense qu'il va essayer de se démarquer quand même sur certains points pour dire qu'il est légitime. Mais après, comme le dit Catherine, je suis tout à fait d'accord, ça reste la droite ultra-identitaire, ultra-droitisée. Mais voilà, l'appareil, il faut penser aussi à l'appareil LR. L'appareil LR n'est pas uniforme et homogène, en fait. Il n'est pas uniforme et homogène, mais enfin, c'est tous ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe du côté des LR voient que d'abord, il était l'actuel président qui démissionne, enfin qui quitte sa fonction, le propulse comme le candidat possible, etc. Tout le monde s'attend à ce que Wauquiez soit candidat et soit porté à la présidence du Parti républicain. Enfin, franchement, c'est plutôt ça qui était attendu que le fait qu'il soit mis en minorité. Éric Ciotti fait quand même… Regarde Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, Catherine, il s'était balayé, Xavier. Allez. Xavier Bertrand, précisément, c'est pas sa ligne. Xavier Bertrand, il a été ratatiné. Xavier Bertrand, tout le monde disait que serait lui le candidat et il a perdu. Il a perdu de toute façon, il ne fait couvrir. Je pense que c'est la ligne Ciotti et tu verras qu'il mettra quelqu'un dans les murs qui veillera au grain et à ses intérêts. Oui. Ça ne sera pas un Xavier Bertrand qui sera élu à la tête du Parti républicain. Et l'élection qui vient d'avoir lieu au groupe montre également l'influence qu'a pris la partie la plus à droite dans le Parti républicain. C'est vraiment eux qui ont le vent en poupe. Allez, les Ciotti, les Bellamy on va de et les l'autre côté de Wauquiez. l'échiquier politique parce que ce week-end a été largement question du tweet de Mathilde Panot qui a indigné de partout, hein, jusqu'au sein de la NUP d'ailleurs. Jérôme Gage a donné un petit cours de leçons politiques et historiques à Mathilde Panot. Le tweet de Mathilde Panot, c'était celui-là: il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés Rassemblement national. Elle s'en est expliquée ce matin du tweet. Elle maintient, elle ne le supprimera pas. Elle dit vouloir soulever lancer une alerte, réveiller les consciences, dire qu'on vit un moment compliqué et qu'il s'agit de se remémorer le passé pour comprendre aussi ce qui agite les uns et les autres aujourd'hui. Personnellement, je trouve le tweet totalement maladroit, déplacé, tout ce qu'on veut, etc. La polémique qui en a suivi est un peu, je trouve, hors de propos, surtout quand on a un Emmanuel Macron qui lui-même n'a pas, on ne va pas en débattre là, mais n'a pas été non plus hyper correct sur le sujet, hein, la polémique de ses propos sur Pétain, grand soldat, etc., machin, etc., mais aussi dans son discours où il a cité la nation organique, qui sont quand même des références à l'extrême droite, que ce soit de Mussolini ou de Vichy. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous? Vas-y, Catherine. Moi, j'ai pensé que ce n'était pas du tout adapté au jour. C'était, je veux dire, au moment de la rafle du Veldiv, il y a quelque chose qui doit se raconter sur ce qui s'est passé, sur la responsabilité de l'État français, et qu'à ce moment-là, venir faire un raccourci temporel en mettant dedans Emmanuel Macron me semble pas adapté, mais surtout désolant, parce que je ne crois pas qu'Emmanuel Macron puisse être d'une manière ou d'une autre associé à Pétain dans une responsabilité, dans une connivence, même si je regrette et désapprouve des propos, des attitudes, le fait qu'il ait donné, moi, son interview à Valeurs Actuelles me paraît extrêmement dommageable et condamnable. Les œillades de ses ministres qu'il a laissé faire à l'extrême droite, le fait qu'ils aient pu, du côté de la REM, mettre des équivalences entre l'extrême droite et LFI, tout ça, c'est tout à fait vrai. Ça ne doit pas nous conduire à, nous, des simplifications de notre côté entre l'extrême droite et la République en marche. Je pense que c'est… Alors, elle conteste ça. Elle dit que son tweet a mal été compris. Elle s'est expliquée ce matin sur France Info. Elle conteste l'idée qu'elle… Moi, tu viens de relire. Elle conteste l'idée que… C'est possible que tu viennes de relire. Moi, c'est que ça, comme ça que je le comprends. Bon, en tout cas, elle conteste l'idée que son tweet met Macron et Pétain dans le même panier. Ah bon, moi, je ne sais pas. Et les rassemblements nationaux. Elle met tout ça dans voilà, tout ça dans un tweet de 140
40 signes, non, mais écoute, Non, mais ce que tu dis, c'est pas ça, quoi. Pierre, tout à l'heure, tu as dit quand même, oui, la polémique qui s'en est suivie derrière, tu l'as trouvé un peu exagérée. À la fois, je suis d'accord avec toi, et à la fois, ce tweet, et d'ailleurs la façon dont elle l'a justifié en disant je suis une lanceuse d'alerte, etc., est fait pour susciter une polémique. Et c'est ça aussi peut-être le problème, c'est que en fait, en permanence, les, elle écrit ce tweet précisément pour susciter en fait des réactions en plus, comme on est sur un sujet, le sujet de ce qui s'est passé entre 39 et 45 en France, et c'est pas un petit sujet. Et en particulier la rafle du Veldiv. Et en particulier la rafle du Veldiv. 45, hein. Non, mais le problème, il est celui que tu as dit, Catherine. Il est le fait d'avoir tweeté ça un jour comme celui-ci. Et ce jour-là, comme dirait Badinter, taisez-vous, quoi. Oui, mais ce que je voulais dire, moi, c'est aussi une remarque de stratégie politique. C'est-à-dire que, en fait, faire de tous les moments des moments d'affrontement quasiment insultants, où en fait, il s'agit à chaque fois de se positionner dans un espèce de conflit ouvert avec tout et tout le monde, même lorsqu'on commémore la rafle du Veldiv, bah, au bout d'un moment, ça suscite des réactions, à mon avis, légitimes de la part de Jérôme Gage et d'autres en disant attendez, genre, en fait, sur tous les sujets, il ne s'agit pas d'insulter Macron. Là, on commémore la rafle du Veldiv. Mettons les choses à leur place. Et puis, quand Macron reparlera de Pétain, peut-être qu'il s'agira sur ces questions-là de le réinterroger. Mais on ne peut pas systématiquement insulter Macron dès qu'il se passe quelque chose en France, dès qu'il s'agit de commémorer, je ne sais pas, l'esclavage ou le Veldiv. Moi, je suis d'accord. Allez, bon. Un mot sur ces images, on conclura là-dessus, c'est ces images en Gironde. Je le disais, l'équivalent du territoire parisien qui est parti en feu. Les pompiers luttent encore toujours en ce moment même où on se parle pour essayer d'éteindre l'incendie qui est arrivé sur les côtes, même maintenant, hein, il est quasiment arrivé sur la plage. 200, je crois qu'il y a 200 pompiers qui sont arrivés en renfort ces derniers jours. Il y a deux avions Canadair qui doivent arriver encore aujourd'hui. C'est compliqué de commenter ça, mais bon, qu'est-ce que ça… C'est pas sur la côte ouest américaine, c'est sur la côte ouest française. D'habitude, on a l'impression d'avoir ces images d'incendie qui arrivent aux portes des maisons des gens à San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis. Mais là, ça arrive en France, ce qui n'était pas tout à fait attendu, imaginable. Et surtout, cette espèce d'impuissance. Bon, il ne s'agit pas de taper sur le gouvernement, mais on se dit que Darmanin, ils semble dire qu'aujourd'hui vont arriver des pompiers, des nouveaux Canadair. Enfin bon, ça fait 6 jours que ça brûle, quoi. Non, mais ça, alors pour le coup, je trouve que la polémique sur les Canadair, parce qu'il y a aussi tout un truc sur ah bah mais nos Canadair sont plus, ils peuvent plus décoller parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement, etc. Je pense que c'est effectivement, il faut le prendre en considération. Il faut regarder pourquoi ces Canadair en fait restent au sol et ne peuvent pas démarrer, pourquoi il n'y en a pas assez. Mais enfin, le problème, à mon avis, hélas, il n'est pas là. Le problème est plus profond. Le problème, c'est comme si j'ai tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que c'est juste une conjecture en disant oh, bah, il y a des feux, genre c'est catastrophique, il faut y répondre. Le problème, c'est qu'il y a un réchauffement climatique qui est global, un dérèglement climatique qui est général, et que pour l'instant, force est de constater que personne en fait ne prend l'urgence en fait auquel on est confronté à sa juste mesure, et qu'au bout d'un moment, il va falloir le faire parce que sinon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, on a en plus. Tu l'as pas dit, mais là va commencer un autre épisode caniculaire absolument dramatique où il va faire des températures hyper élevées dans toute la France. On en a déjà eu un épisode caniculaire il y a quelques semaines. Ça va se répéter. C'est absolument dramatique en termes à la fois sur la vie des gens, hein, parce que quand même ça coûte de la vie, notamment aux plus âgés, etc. Pour les récoltes, c'est absolument dramatique. Pour toute notre biosphère, c'est catastrophique. Donc, au bout d'un moment, il faut se rendre compte que l'urgence en fait, à laquelle on est confronté aujourd'hui, l'urgence climatique, ça doit être transformé politiquement. On doit en faire quelque chose politiquement et faire des propositions qui soient à la hauteur, des propositions en matière notamment écologique, qui soient à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Et force est de constater qu'aujourd'hui, là, par exemple, c'est un tout petit exemple et je terminerai là-dessus, mais il devait faire une loi qui avait trait aux questions écologiques, à la transition écologique avant l'été.
avant la pause d'août au Parlement, et ben finalement, ils ont décidé que là, il n'y avait pas le temps, donc ça sera présenté à la fin du mois de septembre. C'est un exemple parmi d'autres, en fait, que ce sujet n'est pas vraiment assez pris en considération, à mon avis, à sa juste mesure. Moi, ce que je pense, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Le seul truc que je veux rajouter, c'est qu'en fait, on prend la mesure que la question du réchauffement climatique, elle est cataclysmique à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est les inondations, c'est des vents qui arrachent tout, c'est des incendies, c'est des gens qui ne peuvent plus travailler, je veux dire, c'est une vie impossible. Les effets, je ne sais pas si j'ai dit le stress hydrique qui se généralise, le fait que le nucléaire, on ne sait plus le faire fonctionner quand il n'y a pas assez d'eau dans les rivières, enfin bref, que tout ça, ça devient, on commence à prendre la mesure du caractère global et non pas d'une somme de petites choses. Il y a une question qui devient absolument globale et qui demande une politique globale. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On en est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, on en est au petit chèque, quoi. On en est au petit rafistolage. On va mettre un peu plus, on va construire 3 Canadair en plus. D'accord, super. Bon, et je vous invite à lire l'interview de Cyril Dion dans le JDD de ce week-end, où il explique de manière indignée qu'on a un président qui ne cherche pas à sauver ni le climat, ni sa propre population. Bon, voilà, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va terminer cette année riche en politique, en bien des événements. Et pour vous souhaiter aussi un bel été, vous avez tous les deux… Non, vous voulez faire des recommandations? Oui, c'est ce que j'allais venir. Laisse-moi finir, c'est bien gentil. Toi. Il est pressé de partir en vacances, Pablo. Et donc, du coup, pour finir sur une bonne note, sur de bonnes notes, vous avez tous les deux des recommandations à faire à ceux et celles qui nous écoutent. Ouais, moi j'en ai une seule. Parce que, de toutes les façons, en fait, depuis 6 mois, depuis le Noël dernier, les vacances de Noël dernier, Tu vas le faire vraiment? Comment? Tu vas le faire vraiment? Bah oui, puisque j'ai lu qu'un seul livre, que j'ai toujours pas fini, d'ailleurs depuis 6 mois, c'est La République de Platon. Donc, c'est 10 tomes, donc c'est vraiment très gros. Mais juste pour ceux qui nous écoutent, sachez une chose, Pablo, toute la journée, matin, midi et soir, nous explique tout par Platon en permanence. Toutes les 3 secondes, toute la journée, au déjeuner, au petit déjeuner, au café, Karine qui est ici, Seb qui est là, Loïc qui est juste là derrière l'écran. Toute la journée, elle nous explique tout par Platon. Donc voilà, c'est drôle pour nous qui vous invitent. Mais c'est pour ça que je voulais le partager aussi avec les gens Platon. qui nous écoutent. Mais non, mais vraiment, lisez Platon. C'est Aristote qui revient de temps en temps. C'est Aristote, parfois, oui. Non, mais je pense que c'est très important, et notamment au vu de énormément des questions qu'on se pose souvent dans ces débriefs, et à mon avis que beaucoup de gens se posent, notamment par exemple sur la question de la justice. C'est franchement ce que développe Platon est absolument passionnant, et surtout est déconnecté, tu vois, de toutes nos petites contingences où nous on est là, etc. Mais est-ce qu'il faut saisir la justice? Est-ce qu'une plainte? Est-ce qu'une machin? La lecture de Platon en fait permet de décentrer, à mon avis, de façon très juste, le regard sur justement ce qui est juste et ce qui est bon, et genre qu'est-ce que c'est qu'une cité, etc. Et je trouve que ça moi, à titre personnel, même si voilà, j'ai un peu de mal à lire, parce que ça fait 6 mois que je suis encore dans ces 10 tomes et que j'en suis qu'au tome 6, il paraît que les derniers tomes sont les plus intéressants parce que c'est là où il y a le mythe de la caverne et tout. Je trouve que ça donne, en fait, ça permet de faire un pas de côté en fait par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre et à donner un éclairage sur énormément des sujets qu'on traite, absolument passionnants, et à mon avis, qui devrait être plus structurant. Notre pensée devrait être plus structurée en fait par ces gens qui ont vraiment une pensée claire d'une puissance infinie. Si on avait ça plus en tête, je pense que collectivement on irait mieux. Et toi, Catherine, tu vas nous conseiller de lire quoi? Le Corbusier, les 10 tomes, les 10 tomes meilleur. de Platon, les 10 tomes de Platon, c'est pour plus tard, c'est quand j'aurai un peu plus de temps, on va dire. Non, moi, j'ai 2 choses à vous recommander. Une qui m'a totalement surprise, c'est la série sur Arte sur ce qui s'appelle O.J. Simpson, Made in America, qui est en fait l'histoire de O.J. Simpson, donc ce grand footballeur américain des années 70 qui a été une immense star aux États-Unis, un homme noir qui s'est marié avec une femme blanche et qui l'a tué en 1992, et qui se trouve être
devenir l'icône de la communauté noire de Los Angeles, alors qu'elle est en but avec la police raciste fasciste de Los Angeles, et que donc les Noirs de Los Angeles vont prendre O.J. Simpson comme étant leur revanche, et ils vont obtenir l'acquittement de O.J. Simpson alors que manifestement il a tué sa femme. Et la suite de l'histoire, donc ça nous raconte cette histoire, c'est comment quand on a besoin d'une revanche sur une injustice immense. Et alors vraiment, le reportage et les images d'archives sur cette police de Los Angeles sont absolument époustouflants. Et puis, il y a comment O.J. Simpson va évoluer, et un peu comme Al Capone, qui a été condamné pour des problèmes de malversation d'impôts. Là, il va tomber à la fin sur une histoire il va se prendre 30 ans de prison ferme sur une petite histoire, enfin un braquage à main armée. Donc, on voit qu'il ne s'en sort pas et qu'il fait un braquage à main armée. Donc, en ce sens, c'est vraiment made in America, c'est-à-dire cette espèce d'engrenage dont on ne se sort pas. C'est vraiment super bien fait, c'est passionnant, c'est haletant, ça raconte l'Amérique donc des années 60, 70, 80, 90, 2000, et c'est on rentre là-dedans, on se demande qu'est-ce que j'en ai à foutre moi de l'affaire Simpson, et en fait c'est pas l'affaire Simpson, c'est l'Amérique qui est confrontée à la question de la classe et de la race, formidable. Ça, c'était mon premier conseil. Et puis mon deuxième conseil, c'est la série d'émissions qui est faite sur France Culture. Alors là, il n'est pas question de la République de Platon, mais d'une quinzaine de livres qui ont marqué le XXe siècle et qui sont analysés par Régis Debray et ses invités. Et donc, ils prennent 15 livres marquants du XXe siècle et ils en discutent. C'est très intelligent, c'est très intéressant. Évidemment, on n'est pas forcément d'accord avec ce que raconte Régis Debray, on n'est pas forcément d'accord avec ses intervenants, mais les 15 livres, en général, on en a plutôt entendu parler. On les connaît, ça donne éventuellement envie de les lire ou alors de s'en souvenir. Et c'est vraiment une plongée dans le monde du XXe siècle, du monde intellectuel, politique. Martelly a fait l'émission sur le livre de Lénine, Que faire, Roger Martelly, notre historien de regard. Mais j'ai trouvé extrêmement intéressant, par exemple, la discussion sur le procès, le livre de Hannah Arendt sur Eichmann, Triste Tropique de Lévi-Strauss, 1984 de Orwell. C'est vraiment très bien. Alors, c'est Michéa qui est un fiefé réac, mais un homme super intelligent. Donc, c'est pas mal d'entendre des gens qui disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais qui les disent de manière à vous faire penser. Voilà, donc moi j'ai fait mon ménage ce week-end en écoutant ça. J'ai trouvé ça super. Et donc ça dure 50 minutes, c'est sur le site de France Culture. Et c'est vraiment beaucoup de livres, enfin une quinzaine, voilà, de livres très intéressants de différentes sortes. Allez, et moi, ma recommandation va être très corporate, elle s'affiche à l'écran là tout de suite maintenant. C'est le dernier numéro de Regard qui est parti à l'impression aujourd'hui même et que vous pourrez recevoir dans vos boîtes aux lettres. Si vous vous abonnez, là aussi, vous pouvez faire des dons, mais vous pouvez aussi vous abonner sur le site de regard.fr. C'est très simple et c'est pas cher. Les dons, vous donnez ce que vous voulez et la revue est pas chère et vous la recevez chez vous. C'est un très bel objet qui est très joliment présenté par notre directeur artistique Sébastien Bergerat. Voilà, la gauche d'après, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on a lu en avant-première, puisqu'on lit les papiers avant qu'ils partent, et sont vraiment super numéros. Avec un grand entretien, notamment, tu l'avais dit la dernière fois, d'Emmanuel Bompard. Allez, bon été à vous. Salut, on se retrouve tout à fait début septembre. Ouais. Allez, ciao. Allez, salut. Ciao.